Dans les terres arides de Syrie, où le soleil brûlant lacère la peau et où la poussière se mêle à la sueur des ouvriers, naquit un homme que le destin transformerait en mythe. Son véritable patronyme s'est perdu dans les brumes du temps, comme tant d'autres engloutis par la machine impitoyable de l'Empire romain. Il n'était qu'un Syrien ordinaire, peut-être un cultivateur, un artisan ou un marchand, rêvant d'une existence paisible auprès de sa famille. Mais le destin lui réservait d'autres desseins, des dessins rédigés en sang et en fer sur les sables des arènes romaines. L'année était approximativement 160 après Jésus-Christ, et l'Empire romain atteignait l'apogée de sa puissance et de son expansion. Les légions marchaient sur des territoires lointains, soumettant des peuples et élargissant les frontières du plus vaste empire que le monde eût jamais connu. Avec ces conquêtes venaient les butins de guerre, et parmi les plus précieux figuraient les prisonniers destinés à être réduits en esclavage. Hommes, femmes et enfants étaient arrachés à leur terre natale comme du bétail pour être vendus sur les marchés d'esclaves des grandes cités romaines. C'est ainsi que le jeune Syrien se retrouva enchaîné avec des dizaines d'autres captifs, cheminant sur des routes poussiéreuses vers un avenir incertain. Les lourds fers meurtrissaient ses poignets et la soif constante était un cruel rappel de sa nouvelle condition. Il n'était plus un homme libre, mais une propriété, un objet à acheter et à vendre selon la volonté de ses nouveaux maîtres. Durant le long périple, il observait les autres prisonniers autour de lui. Certains pleuraient en silence, d'autres murmuraient des prières dans des langues qu'eux seuls connaissaient, et il y avait ceux qui marchaient simplement, muets, le regard vide de ceux ayant perdu tout espoir. En arrivant à Rome, la grandeur de la cité éternelle se dressait devant eux telle une montagne de marbre et de pierre. Les rues animées, les temples imposants, les aqueducs apportant l'eau de contrées lointaines, tout cela aurait dû impressionner tout visiteur, mais pour les esclaves, cela ne représentait que la matérialisation de leur captivité. Le marché aux esclaves se trouvait au cœur de la ville, un lieu où le destin de milliers d'âmes était scellé par le tintement des pièces et la force des muscles. Sur ce marché, des marchands expérimentés examinaient les captifs comme du bétail d'élevage. Ils palpaient les muscles, vérifiaient les dents, observaient la posture et l'endurance de chacun. Le Syrien, encore jeune et au physique robuste, attira vite l'attention des acheteurs. Son corps portait les marques du labeur rude, mais révélait aussi la force et la résistance que les Romains appréciaient tant chez leurs esclaves. Quand un homme à l'aspect sévère s'approcha pour négocier son prix, le Syrien sut que son existence allait prendre un tour encore plus sombre. L'acheteur était Lucius Aurelius Scaurus, propriétaire d'un ludus, une école de gladiateurs située aux abords de Rome. Scaurus avait l'œil exercé pour repérer les hommes au potentiel d'arène, et en ce jeune Syrien, il vit quelque chose de spécial, un mélange de force physique et d'une férocité contenue dans le regard, promettant des spectacles sanglants aux foules romaines. La transaction fut rapide et efficace, comme toutes les autres sur ce marché de chair humaine. Des pièces changèrent de main, des documents furent signés, et le Syrien devint la propriété du ludus. Le trajet jusqu'à l'école de gladiateurs fut la dernière fois qu'il vit Rome comme un homme ordinaire. En arrivant au ludus, les lourdes portes de fer se refermèrent derrière lui avec un son qui résonna comme une sentence de mort. L'endroit était un mélange de prison et de caserne militaire, avec de petites cellules où dormaient les gladiateurs, des cours d'entraînement couvertes de sable taché de sang, et une atmosphère de violence constante imprégnant chaque pierre du bâtiment. Le ludus était commandé par Gaius Brutus Maximus, un ancien gladiateur ayant gagné sa liberté par des victoires dans l'arène et qui formait désormais la prochaine génération de combattants. Maximus portait de profondes cicatrices racontant l'histoire de chaque combat qu'il avait survécu, et ses yeux durs avaient vu tant d'hommes mourir que la mort n'était devenue qu'un aspect routinier de son travail. Quand le Syrien lui fut présenté, Maximus l'examina avec la froideur d'un boucher évaluant un morceau de viande. La première leçon que le Syrien apprit au ludus fut que sa vie antérieure avait pris fin pour toujours. Il n'était plus un homme avec un nom, une histoire et une dignité.
Il n'était qu'une pièce de plus dans le grand spectacle de la mort, nourrissant l'appétit insatiable du peuple romain pour la violence. Avec d'autres novices, il fut dépouillé de ses vêtements et de son identité, ne recevant qu'une simple tunique et un numéro l'identifiant durant l'entraînement. Les cellules où il dormait étaient exiguës et étouffantes, à peine assez grandes pour un homme couché. La nourriture était maigre et de mauvaise qualité, juste suffisante pour maintenir les gladiateurs en vie et en énergie pour s'entraîner. L'eau était rationnée et les bains étaient un luxe rare. L'odeur de sueur, de sang et de peur imprégnait chaque recoin du ludus, créant une atmosphère oppressante, rappelant constamment aux hommes leur destin. L'entraînement commençait avant l'aube et ne s'achevait qu'au coucher du soleil. Des gladiateurs vétérans, marqués par d'innombrables batailles, enseignaient aux novices les techniques de base du combat. Ils apprenaient à manier différents types d'armes, épées courtes, tridents, filets, boucliers et lances, chacune exigeant des techniques spécifiques et des années de pratique pour être maîtrisée. Le Syrien montra une aptitude naturelle pour le gladius, l'épée courte romaine, et pour le scutum, le bouclier rectangulaire qui serait sa principale protection dans l'arène. Mais l'entraînement ne concernait pas que les techniques de combat. Il s'agissait de briser la volonté des hommes et de les reconstruire en machines à tuer. Ceux qui résistaient étaient sévèrement punis par des coups de fouet, la privation de nourriture ou un confinement solitaire. Ceux qui s'adaptaient vite aux nouvelles règles survivaient un peu plus longtemps. Le Syrien comprit rapidement que la seule façon de conserver une certaine dignité en ce lieu était de se distinguer comme combattant, de gagner le respect par la compétence au combat. Après des mois d'entraînement brutal, vint le moment que tous les novices redoutaient et attendaient à la fois, le premier combat dans l'arène. Le Syrien avait été choisi pour participer au jeu célébrant l'anniversaire de l'empereur, un événement attirant des milliers de spectateurs assoiffés de sang et de spectacle. Durant les semaines précédant le combat, il sentit un changement en lui-même. L'homme simple capturé en Syrie disparaissait, remplacé par quelque chose de plus primitif et mortel. Le matin du combat, le ludus bouillonnait d'une énergie nerveuse. Les gladiateurs vétérans accomplissaient leur rituel de préparation, murmurant des prières à d'anciens dieux ou simplement aiguisant leurs armes avec des gestes mécaniques nés de l'expérience. Le Syrien observait tout cela avec un mélange de fascination et d'effroi, sachant que dans quelques heures, il se battrait pour sa vie devant une foule qui espérait autant sa victoire que sa mort. Le transport jusqu'au Colisée se fit en chariot couvert, comme si les gladiateurs étaient du bétail mené à l'abattoir. Durant le trajet, il put entendre les sons de la ville s'éveillant. Les marchands criant leurs marchandises, le bruit des roues sur les pavés, le murmure lointain de la foule se dirigeant déjà vers l'arène. En arrivant enfin au Colisée, la magnitude du bâtiment le laissa sans voix. Les énormes pierres s'élevaient vers le ciel, telles une montagne artificielle, et le rugissement de la foule à l'intérieur résonnait comme le son d'une mer déchaînée. Dans les sous-sols du Colisée, connu sous le nom d'hippodrome, régnait une atmosphère de mort imminente. Les gladiateurs se préparaient en silence, certains priant, d'autres vomissant de nervosité, et il y avait ceux qui restaient simplement immobiles, le regard fixé dans le vide. Le Syrien reçut son armure, une protection sur le bras gauche, un casque couvrant partiellement son visage, une tunique courte et ses armes. En l'enfilant, il sentit le poids non seulement de l'équipement, mais du destin qui l'attendait en surface. Le son de son nom annoncé résonna dans les couloirs souterrains tel un tonnerre. C'était la première fois qu'il entendait son nouveau nom de gladiateur, choisi par les organisateurs des Jeux. Ce n'était pas encore Flamma, ce nom viendrait plus tard, conquis par le sang et la violence. Pour l'heure, il n'était qu'un jeune combattant sur le point de découvrir s'il possédait ce qu'il fallait pour survivre dans l'arène. La montée jusqu'à la surface fut comme émerger d'un cauchemar pour entrer dans un autre, encore pire. La lumière du soleil l'aveugla momentanément, mais ses oreilles furent immédiatement assaillies par le rugissement assourdissant de 50 000 voix hurlant à l'unisson. L'arène s'étendait devant lui, tel un océan de sable doré,
entouré de rangées interminables de spectateurs s'élevant vers le ciel. L'empereur trônait dans sa loge d'honneur, entouré de nobles et de dignitaires, observant le spectacle avec l'indifférence de celui qui voit une fourmi écrasée. Son adversaire l'attendait déjà de l'autre côté de l'arène. C'était un vétéran ayant combattu à maintes reprises, un homme dont la peau était une carte de cicatrices racontant des histoires de batailles passées. Les yeux du vétéran étaient froids et calculateurs, sans trace d'humanité ou de compassion. Pour lui, le jeune Syrien n'était qu'une victime de plus, un degré supplémentaire dans son ascension vers la liberté. La foule rugit quand les deux gladiateurs se saluèrent selon le rituel, levant leurs armes en direction de la loge impériale. Le signal fut donné et le combat commença. Le vétéran attaqua immédiatement, testant les défenses et les réflexes du novice. Leurs épées s'entrechoquèrent avec un son métallique résonnant dans toute l'arène, arrachant des cris d'approbation à la foule. Le Syrien découvrit que tous les mois d'entraînement brutal au ludus n'avaient été qu'une préparation inadéquate à la réalité de l'arène. Ici, avec 50 000 personnes hurlant et l'odeur de la mort dans l'air, tout était différent. Le combat fut brutal et prolongé. Le vétéran avait l'expérience et la technique supérieure. Mais le jeune Syrien possédait quelque chose que beaucoup de gladiateurs perdaient après leur premier combat. Le désespoir de celui qui se bat pour la première fois pour sa propre vie. Chaque coup qu'il parait, chaque attaque qu'il portait était motivé par l'instinct le plus primitif de survie. Son cœur battait comme un tambour de guerre, et la sueur mêlée à la poussière formait une pâte qui brûlait ses yeux. Alors que le combat se prolongeait, quelque chose commença à changer en lui. Au départ, il était entré dans l'arène avec peur et réticence, forcé par les circonstances à combattre. Mais graduellement, tandis qu'il esquivait les coups mortels et ripostait avec une force croissante, une transformation commença à opérer dans son esprit. La peur céda la place à la colère se transforma en fureur, et la fureur devint quelque chose de plus primitif et puissant encore. C'est à ce moment de transformation que tout changea. Le vétéran, confiant en sa supériorité, baissa légèrement sa garde une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Le Syrien attaqua avec une férocité qui surprit non seulement son adversaire, mais toute la foule. Son épée trouva une brèche dans la défense de l'adversaire, pénétrant entre les côtes avec un son humide étouffé par les cris des spectateurs. Le vétéran tomba à genoux, les yeux écarquillés de surprise et de douleur. Du sang coulait de sa bouche, tandis qu'il tentait de comprendre comment il avait été vaincu par un novice. Le Syrien resta debout, haletant, couvert de sang, en partie le sien, en partie celui de son adversaire, l'épée encore à la main, les yeux brillants d'une lueur absente au début du combat. La foule explosa en applaudissements et cris d'approbation. Ils avaient été témoins de la naissance d'un nouveau gladiateur, et quelque chose dans la manière dont le jeune Syrien avait combattu, dans la fureur contrôlée de ses derniers mouvements, les impressionna profondément. Ce fut un spectateur au premier rang qui cria pour la première fois le nom qui en ferait une légende. Flamma, Flamma, faisant référence à la flamme de fureur qui avait consumé le jeune combattant dans les derniers instants du combat. Quand il quitta l'arène ce jour-là, porté sur les épaules des autres gladiateurs et acclamé par la foule, l'homme capturé en Syrie n'existait plus. À sa place était né Flamma, un gladiateur qui avait découvert non seulement qu'il pouvait tuer, mais qu'il y avait en lui quelque chose qui se nourrissait de la violence et des applaudissements de la foule. La graine de sa future légende avait été plantée dans ce bain de sang et germerait dans les années suivantes à travers des victoires toujours plus spectaculaires. Avec la victoire de son premier combat, Flamma n'avait fait que le premier pas d'un périple qui le transformerait d'un esclave anonyme en l'une des plus grandes légendes de l'arène romaine. Dans les mois suivant son baptême de sang, il fut soumis à un régime d'entraînement encore plus intense, désormais axé sur le perfectionnement de ses talents naturels et le développement du style de combat qui deviendrait sa marque de fabrique. Les instructeurs du ludus réalisèrent vite que Flamma possédait des caractéristiques uniques le distinguant des autres gladiateurs. Sa combinaison de force physique, de vitesse et surtout d'une soif apparemment insatiable de combat en faisait un spécimen rare.
Il fut formé comme Secutor, un type de gladiateur combattant avec gladius et scutum, équipement complétant parfaitement son style agressif et direct. Le casque du Secutor, avec sa protection complète et ses petites ouvertures pour les yeux, lui donnait une apparence intimidante qui deviendrait sa marque de fabrique. Les semaines devinrent des mois et les mois des années, tandis que Flamma accumulait victoire sur victoire. Chaque combat était une occasion de perfectionner ses techniques et d'élaborer de nouvelles stratégies. Il apprit à lire ses adversaires comme des livres ouverts, identifiant les faiblesses dans leur posture, l'hésitation dans leurs mouvements et exploitant chaque avantage avec la précision chirurgicale d'un prédateur né. Sa deuxième bataille fut contre un rétiaire, le gladiateur au filet et au trident. Ce type de combat était considéré comme l'un des plus spectaculaires par les foules, car il combinait l'agilité du pêcheur à la force brute du soldat. Le rétiaire tenta plusieurs fois d'emprisonner Flamma dans son filet, utilisant sa plus grande mobilité pour garder ses distances et attaquer avec le trident. Mais Flamma avait étudié ce type d'adversaire durant l'entraînement et savait exactement comment riposter. Avec une patience calculée, il laissa le rétiaire s'épuiser avec ses attaques frénétiques, esquivant les coups de trident et tranchant le filet chaque fois qu'il s'approchait. Quand son adversaire commença à montrer des signes de fatigue, Flamma attaqua avec la rapidité d'un éclair, réduisant la distance avant que le rétiaire ne puisse réagir. Le combat se termina par une seule estocade précise, et une fois de plus, la foule rugit le nom qui commençait déjà à résonner dans les rues de Rome. La troisième victoire vint contre un Thrace, gladiateur équipé d'un petit bouclier et d'une sika, épée courbe, exigeant des techniques totalement différentes. Ce combat mit à l'épreuve l'adaptabilité de Flamma, l'obligeant à modifier son style habituel pour affronter un adversaire combattant de manière complètement différente. Le combat fut long et technique, les deux gladiateurs démontrant des compétences exceptionnelles. Mais encore une fois, ce fut la combinaison de techniques affûtées et de fureur contrôlée de Flamma qui l'emporta. Alors que ses victoires s'accumulaient, Flamma commença à développer une réputation dépassant les frontières de l'arène. Les marchands discutaient de ses combats sur les marchés, les nobles pariaient sur ses prochaines batailles, et même les esclaves domestiques chuchotaient des histoires sur le gladiateur syrien qui semblait invincible. Sa renommée grandit non seulement grâce à ses victoires, mais par la manière dont il combattait, avec une intensité et une férocité hypnotisant les foules. La quatrième victoire établit définitivement son style caractéristique, affrontant un Murmille, gladiateur similaire au Secutor, mais avec des équipements légèrement différents. Flamma démontra une évolution dans sa technique impressionnant même les vétérans. Le combat commença de manière équilibrée, les deux combattants testant les défenses de l'autre par des attaques prudentes et des blocages précis. Mais à mesure que le combat progressait, Flamma commença à mettre en œuvre une stratégie qui deviendrait sa marque de fabrique. Il laissait ses adversaires croire qu'ils avaient l'avantage, feignant la fatigue ou des blessures mineures, pour exploser en attaques dévastatrices au moment le moins attendu. C'est exactement ce qui arriva contre le Murmille. Après 20 minutes de combat apparemment équilibré, Flamma feignit un faux pas, laissant sa défense apparemment ouverte. Le Murmille attaqua immédiatement, certain d'avoir trouvé son occasion de victoire. Mais c'était précisément ce que Flamma attendait. Avec un mouvement fluide démontrant des années d'entraînement et de perfectionnement, il transforma son apparent déséquilibre en une esquive parfaite, laissant l'épée de l'adversaire ne couper que l'air. Dans le même mouvement, sa propre lame trouva le cou du Murmille, mettant fin au combat de manière instantanée et définitive. La cinquième victoire fut encore plus spectaculaire. Affrontant deux adversaires simultanément, un honneur accordé seulement aux gladiateurs les plus habiles, Flamma démontra non seulement sa supériorité individuelle, mais sa capacité à adapter ses tactiques à des situations extraordinaires. Combattant contre un Secutor et un Thrace en même temps, il utilisa la mobilité et le positionnement stratégique pour forcer ses adversaires à se gêner mutuellement. Durant 15 minutes intenses, Flamma dansa autour de ses adversaires, tel un fantôme, toujours en mouvement, toujours attaquant, ne leur permettant jamais de se coordonner efficacement contre lui.
Quand il décida enfin de conclure le combat, ce fut avec une série de mouvements si rapides et précis que beaucoup de spectateurs ne purent les suivre. En moins de 10 secondes, les deux adversaires étaient à terre, et Flamma restait debout, à peine essoufflé, comme s'il venait d'achever un entraînement routinier. C'est après cette 5e victoire que les premières offres de liberté commencèrent à circuler. Les gladiateurs avec 5 victoires consécutives avaient déjà démontré assez de valeur pour attirer l'attention des organisateurs des Jeux et certains même de l'empereur lui-même. Mais Flamma semblait indifférent à ces possibilités, concentré uniquement sur le prochain combat, la prochaine occasion de prouver sa supériorité dans l'arène. Ses victoires continuèrent de s'accumuler. La 6e contre un provocateur, la 7e contre un autre rétiaire encore plus expérimenté, la 8e contre un dimachaère combattant avec 2 épées simultanément. Chaque victoire était plus spectaculaire que la précédente, et chaque combat ajoutait de nouveaux éléments à la légende grandissante autour de son nom. La foule n'attendait pas seulement ses victoires, elle les exigeait. Flamma était devenu plus qu'un gladiateur. Il était un phénomène, une force de la nature, transformant chaque apparition dans l'arène en un événement épique. Les marchands vendaient des amulettes à son effigie, les poètes composaient des vers sur ses batailles et les enfants jouaient à être Flamma dans les rues de Rome. Quand il atteignit sa 10e victoire, Flamma n'était plus seulement un gladiateur célèbre. Il était devenu une institution romaine, un symbole de la supériorité et de la gloire que l'Empire représentait. Chacune de ses apparitions dans l'arène était un spectacle attirant des spectateurs de toutes les classes sociales, des esclaves économisant des pièces pendant des mois pour acheter une place dans les gradins les moins chers, jusqu'aux sénateurs payant des fortunes pour les meilleurs sièges. Mais le plus impressionnant chez Flamma n'était pas seulement son invincibilité, mais la manière dont il avait complètement embrassé sa nouvelle identité. L'homme simple de Syrie avait complètement disparu, remplacé par une machine de guerre parfaite, semblant née pour l'arène. Et tandis qu'il approchait de ses victoires les plus significatives, il devenait clair que son histoire ne faisait que commencer. Avec 10 victoires consécutives à son actif, Flamma avait transcendé la catégorie de gladiateur ordinaire pour devenir une véritable célébrité de l'Empire romain. Sa renommée s'était répandue bien au-delà des murs du Colisée, atteignant les provinces les plus lointaines où marchands et soldats colportèrent des histoires sur le gladiateur syrien invincible. Mais avec la gloire vinrent des privilèges que peu d'esclaves dans l'Empire romain auraient pu rêver de connaître. Le Ludus où s'entraînait Flamma dut adapter ses installations pour s'accommoder de sa nouvelle condition. Tandis que les gladiateurs ordinaires dormaient encore dans des cellules étroites et partagées, Flamma reçut ses propres appartements, un ensemble de chambres spacieuses décorées de tapisseries fines et de meubles de qualité. Son lit était fait de draps de lin égyptien, un luxe que beaucoup de citoyens romains libres ne pouvaient se permettre. Une fenêtre avec vue sur les jardins du Ludus lui permettait de contempler autre chose que les murs de pierre définissant son existence. L'alimentation de Flamma connut aussi une transformation radicale. Tandis que les novices recevaient encore une ration basique de pain, d'orge et de légumes, il avait droit à des viandes sélectionnées, des fruits frais importés des provinces, des vins de qualité et même des épices exotiques d'Orient. Un cuisinier particulier fut désigné pour préparer ses repas, garantissant que son corps reçoive la nutrition nécessaire pour maintenir ses performances exceptionnelles dans l'arène. Ces entraînements devinrent des événements en soi. Les nobles romains payaient des sommes considérables simplement pour observer Flamma pratiquer ses techniques de combat, étudiant les mouvements, ayant vaincu tant d'adversaires. Certains engageaient même des instructeurs pour apprendre les bases du style de combat qu'il avait développé, bien que peu parvenaient à reproduire la combinaison unique de technique et de férocité qu'il avait rendu célèbre. L'aspect le plus surprenant de la nouvelle vie de Flamma était son indépendance financière relative. Les gladiateurs victorieux recevaient des prix en argent pour leur victoire, et avec 10 triomphes consécutifs, il avait accumulé une fortune rivalisant avec celle de nombreux marchands prospères.
Une partie de cet argent fut investie dans des propriétés et des affaires, gérées par des affranchis de confiance s'occupant de ses intérêts financiers pendant qu'il se concentrait sur ce qu'il faisait de mieux, combattre. Il pouvait acheter des esclaves pour le servir, engager des artisans pour créer des armures personnalisées et même commander des œuvres d'art décorant ses appartements. Des statues en marbre représentant ses moments les plus glorieux dans l'arène furent sculptées par les meilleurs artistes de Rome, et des mosaïques détaillant ses victoires les plus spectaculaires ornaient les murs de sa résidence particulière. Pour toute fin pratique, Flamma vivait mieux que 90% de la population libre de l'Empire. Mais la gloire et les luxes avaient un prix devenant plus évident chaque jour. Le corps de Flamma était une carte détaillée de toutes les batailles qu'il avait livrées. Chaque cicatrice racontant l'histoire d'un moment où la mort était passée à quelques centimètres. Une marque profonde sur l'épaule gauche rappelait le combat contre le Thrace qui avait presque réussi à percer sa défense. De plus petites cicatrices sur les bras et les jambes témoignaient de dizaines de coupures et perforations ayant saigné sur le sable de l'arène. Les douleurs chroniques étaient ses compagnons constants. Ses articulations meurtries par des années de combats intenses protestaient à chaque mouvement, surtout les matins froids où la raideur semblait avoir envahi tout son corps. Des blessures anciennes jamais complètement guéries envoyaient des élancements de douleur à des moments inattendus, lui rappelant constamment la nature temporaire de son invincibilité. Le prix psychologique était peut-être encore plus lourd que le physique. Flamma avait tué des hommes de ses propres mains, vu la lumière s'éteindre dans les yeux de dizaines d'adversaires, tandis que ses épées trouvaient des marques fatales. Certaines nuits, quand la fatigue finissait par vaincre l'adrénaline constante dans ses veines, il était hanté par les visages de ceux qui l'avaient vaincu. C'étaient des hommes comme lui, des esclaves forcés de combattre, rêvant peut-être de liberté et d'une vie meilleure. Mais ces moments d'humanité étaient rares et rapidement réprimés par la réalité de sa situation. La solitude était un autre aspect cruel de son existence privilégiée. Les autres gladiateurs le respectaient et le craignaient à parts égales, mais peu osaient s'approcher comme de vrais amis. Sa renommée avait créé une barrière invisible entre lui et les hommes partageant le ludus. Il savait qu'un jour, il pourrait être forcé de l'affronter dans l'arène, et cette possibilité rendait toute amitié authentique presque impossible. Les femmes fréquentant sa compagnie étaient, pour la plupart, des courtisanes payées ou des esclaves désignés pour satisfaire ses besoins. Des relations authentiques étaient pratiquement impossibles pour un homme dont la vie pouvait s'achever à tout moment lors du prochain combat. Il apprit à se contenter de plaisirs superficiels, sachant que des investissements émotionnels profonds n'apporteraient que plus de souffrance. Des médecins spécialisés prenaient constamment soin de sa santé physique, appliquant des onguents sur les blessures récentes, massant les muscles douloureux et prescrivant des traitements pour maintenir son corps en état de combattre. Il avait accès aux meilleurs médicaments disponibles dans l'Empire, de l'opium pour les douleurs intenses, des onguents cicatrisants faits d'ingrédients rares et même de petites chirurgies si nécessaires. Ces équipements étaient des œuvres d'art en soi, des armures forgées par les meilleurs forgerons de Rome, décorées d'incrustations d'or et d'argent reflétant sa position unique dans le monde des gladiateurs. Ces épées étaient parfaitement équilibrées, faites du meilleur acier disponible et entretenues par des experts, comprenant que la qualité de ces armes pouvait faire la différence entre la vie et la mort. La routine quotidienne de Flamma était un mélange soigneusement équilibré entre luxe et préparation à la mort. Il se réveillait dans un lit confortable, prenait un bain dans une baignoire de marbre et savourait un petit déjeuner incluant les meilleurs aliments de l'Empire. Mais peu après, il marchait vers les cours d'entraînement où il passait des heures à transpirer sous le soleil brûlant, se préparant pour des combats qui pourraient être les derniers. Des visiteurs illustres demandaient souvent des audiences privées avec le gladiateur célèbre. Sénateurs, généraux et même membres de la famille impériale exprimaient leur désir de rencontrer personnellement l'homme devenu une légende vivante. Ces réunions étaient formelles et cérémonieuses.
mais offrait à Flamma une perspective unique sur les puissants de l'Empire qui s'amusaient de sa disposition à tuer et mourir pour leur divertissement. Alors qu'il approchait de sa 15e victoire, il devenait clair que Flamma avait créé une existence paradoxale. Il était simultanément l'esclave le plus privilégié et l'homme le plus libre de Rome. Privilégié car jouissant de luxe que la plupart des citoyens ne connaîtraient jamais. Libre car ayant trouvé un moyen de transcender ses chaînes par l'excellence pure dans son art mortel. Mais le prix de cette transcendance était gravé dans chaque cicatrice de son corps et chaque cauchemar hantant son sommeil. C'était l'année 170 après Jésus-Christ, quand Flamma, âgé de 30 ans, avait accumulé un palmarès impressionnant le plaçant parmi les gladiateurs les plus prospères de l'histoire romaine. Avec 21 victoires consécutives à son actif, il avait dépassé les records établis par les légendes antérieures de l'arène. Sa renommée s'était répandue dans tout l'Empire, et des histoires sur son invincibilité atteignaient les frontières les plus lointaines, où des soldats romains stationnés dans des forts reculés racontaient et racontaient encore les exploits du gladiateur syrien semblant béni par les propres dieux de la guerre. La pression populaire pour accorder la liberté à Flamma avait constamment grandi au fil des années. Les foules scandèrent son nom non seulement durant les combats, mais aussi dans les rues de Rome, exigeant que l'empereur reconnaisse ses exploits extraordinaires en lui offrant la rudis, l'épée de bois symbolisant la liberté. Des pétitions furent présentées au Sénat, des nobles influents intercédèrent en sa faveur, et même d'autres gladiateurs vétérans arguaient que ses exploits avaient transcendé toute attente raisonnable. Le moment décisif arriva durant les Jeux célébrant le 10e anniversaire de l'accession de l'empereur Marc Aurèle au trône. Le Colisée était plein au-delà de sa capacité, les spectateurs occupant même les couloirs et les escaliers. L'atmosphère était électrique, chargée de l'attente de vivre quelque chose d'historique. Des rumeurs circulaient depuis des semaines que ce serait le dernier combat de Flamma, qu'il recevrait enfin sa liberté bien méritée après une autre victoire spectaculaire. Son adversaire choisi pour cette occasion spéciale était Brutus Maximus, un gladiateur vétéran avec 18 victoires à son actif, connu pour sa force brutale et ses techniques dévastatrices. Maximus avait été spécifiquement entraîné pendant des mois pour affronter Flamma, étudiant des enregistrements de ses combats antérieurs et développant des stratégies pour exploiter toute faiblesse possible. C'était un homme immense, aux muscles semblant sculptés dans la pierre, et à la réputation de n'avoir jamais perdu contre un adversaire plus petit que lui. La préparation pour ce combat fut différente de toutes les précédentes. Flamma savait que quelque chose de spécial était prévu. L'attention particulière des organisateurs, la présence de dignitaires de tout l'Empire et l'énergie unique de la foule suggéraient que ce ne serait pas qu'un simple combat. Durant les jours précédant le combat, il maintint sa routine habituelle d'entraînement, mais il y avait une qualité méditative dans ses mouvements, comme s'il se préparait à quelque chose au-delà d'une simple bataille. Le matin du combat, quand il fut conduit aux appartements spéciaux réservés aux gladiateurs pour les combats d'importance, il trouva l'attendant une tunique de soie pourpre, couleur réservée à la royauté, et une armure polie jusqu'à briller comme un miroir. Ces équipements avaient été inspectés par les meilleurs armuriers de Rome, garantissant qu'ils étaient en parfait état. Même son épée avait été reforgée par un maître forgeron, trempé dans des eaux sacrées et béni par des prêtres. Quand il émergea enfin des profondeurs du Colisée pour la surface de l'arène, le rugissement de la foule fut assourdissant. 50 000 voix crièrent son nom à l'unisson, créant un son résonnant sur les collines de Rome et entendu à des kilomètres à la ronde. Flamma marcha lentement jusqu'au centre de l'arène, savourant ce moment de gloire absolue, conscient qu'il vivait quelque chose que peu d'hommes dans l'histoire avaient expérimenté. Le combat contre Brutus Maximus fut épique à tous égards. Durant 40 minutes intenses, les deux gladiateurs les plus habiles de leur génération s'affrontèrent dans un combat testant non seulement leur capacité physique, mais aussi leur endurance mentale et émotionnelle.
Maximus se révéla l'adversaire le plus redoutable que Flamma eût affronté jusqu'alors, le forçant à utiliser toutes les techniques développées au fil des années de combat. Le combat eut des moments où les deux combattants semblaient au bord de la défaite. Maximus réussit à blesser Flamma au bras droit avec un coup laissant une plaie profonde, faisant couler du sang sur le sable. Flamma riposta par une série d'attaques, laissant 3 entailles sur le torse de son adversaire. La foule était en extase, assistant à un spectacle surpassant ses plus grandes attentes. La fin vint quand Maximus, épuisé par ses efforts héroïques, commit une erreur fatale. Tentant un coup final désespéré, il perdit légèrement l'équilibre, laissant sa défense ouverte une fraction de seconde. Flamma, même blessé et fatigué, avait encore assez de réflexes pour capitaliser sur cette opportunité. Son épée trouva le cœur de Maximus avec une précision chirurgicale, mettant fin à la vie du vétéran instantanément. Quand Brutus Maximus tomba sur le sable, mort, le silence qui s'abattit sur le Colisée fut presque surnaturel. Un instant, il sembla que même les dieux s'étaient arrêtés pour observer ce qui allait suivre. Puis, comme une vague brisant contre un rocher, les cris d'approbation explosèrent des gradins avec une force faisant vibrer la structure même du bâtiment. L'empereur Marc Aurèle se leva dans sa loge d'honneur, un geste qui fit immédiatement taire la foule. Sa voix, amplifiée par les héros stratégiquement placés, résonna dans toute l'arène. « Flamma de Syrie, ton courage et ton talent ont transcendé toutes les attentes. Pour tes 22 victoires et ton service glorieux au peuple romain, je t'accorde la liberté. » Un esclave impérial descendit dans l'arène portant un plateau d'or sur lequel reposait la rudis, l'épée de bois symbolisant la libération. Elle était faite de chaînes sacrées, sculptées par les meilleurs artisans de l'Empire, décorées d'incrustations d'or formant les symboles de la victoire. Avec elle se trouvait un parchemin officiel accordant non seulement la liberté, mais aussi la citoyenneté romaine et une pension à vie garantissant une existence confortable pour le reste de ses jours. La foule s'attendait à ce que Flamma accepte immédiatement l'offre, qu'il lève la rudis bien haut et célèbre sa libération après tant d'années de servitude. Beaucoup se préparaient déjà à l'ovationner comme un héros affranchi, un exemple inspirant de comment le courage et la détermination pouvaient transcender même les chaînes de l'esclavage. Le moment semblait parfait pour une fin heureuse, digne des meilleures traditions romaines. Mais alors se produisit quelque chose que personne n'attendait, quelque chose défiant toutes les attentes et choquant même les observateurs les plus expérimentés. Flamma regarda la rudis, le parchemin de liberté, les visages attentifs de 50 000 spectateurs. Puis, par un geste résonnant à travers les siècles, il secoua la tête négativement et repoussa le plateau. « Je n'accepte pas », déclara-t-il, sa voix portant une certitude inébranlable tranchant l'air comme une lame. « Je suis né pour l'arène, je vis pour le combat, et ici, je resterai. La liberté que vous m'offrez n'est pas liberté, c'est un exil de la seule vie ayant de la valeur pour moi. » Le choc parcourant le Colisée fut palpable. Jamais dans l'histoire des Jeux de gladiateurs, un combattant n'avait refusé la liberté quand elle lui était officiellement offerte par l'empereur lui-même. Des murmures d'incrédulité se répandirent dans les gradins comme des ondes sur un lac, tandis que les spectateurs tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Marc Aurèle lui-même fut visiblement surpris, restant debout dans sa loge plusieurs secondes durant, assimilant ce refus sans précédent. Des conseillers autour de lui chuchotaient urgemment à son oreille, cherchant un précédent historique pour une telle situation, mais il n'y en avait aucun. Flamma avait créé un moment unique dans l'histoire romaine. Finalement, l'empereur parla à nouveau. « Si tel est ton désir de rester dans l'arène, qu'il en soit ainsi. Rome honorera ton choix et attendra avec impatience tes futures victoires. » Mais dans sa voix perçait une note de perplexité reflétant le sentiment de la foule. Quand Flamma quitta l'arène ce jour-là, il le fit non comme un homme libéré, mais comme un gladiateur ayant consciemment choisi sa propre forme d'esclavage. Son refus de la liberté deviendrait aussi légendaire que ses victoires, ajoutant une dimension psychologique fascinante à sa réputation déjà impressionnante. Il avait démontré que, pour certains hommes, la vraie liberté ne vient pas de l'absence de chaînes,
mais du choix de la vie à mener, même si ce choix est de rester enchaîné. Le refus de Flamma d'accepter la liberté envoya des ondes de choc à travers tout l'Empire romain, suscitant des débats passionnés dans les tavernes, les forums publics et même au Sénat. Des philosophes écrivirent des traités tentant d'expliquer la psychologie derrière sa décision. Des poètes composèrent des vers épiques sur le gladiateur ayant choisi les chaînes plutôt que la liberté. Et le peuple discutait sans cesse des motifs pouvant pousser un homme à rejeter ce dont tout esclave rêvait. Dans les mois suivant cet événement historique, Flamma découvrit que sa renommée avait atteint des proportions presque mythiques. Son refus de la rudis ne l'avait pas seulement rendu plus célèbre, il l'avait transformé en un phénomène culturel transcendant le simple divertissement. Il représentait quelque chose de profondément complexe sur la nature humaine, sur le choix et le destin, sur ce que signifie réellement être libre. Des marchands vendaient des bustes de bronze à son effigie, des artistes peignaient des fresques représentant le moment de son refus, et même des pièces commémoratives furent frappées en son honneur. Son premier combat après le refus de la liberté fut attendu avec une anxiété presque religieuse. Le Colisée était plein 3 heures avant le début des Jeux, des spectateurs de tout l'Empire faisant des pèlerinages spéciaux juste pour assister au retour de Flamma dans l'arène. Quand il émergea enfin des profondeurs du bâtiment, le rugissement de la foule fut si intense que des oiseaux à des kilomètres alentour s'envolèrent en panique. Son adversaire était Marcus Ferox, un gladiateur gaulois connu pour sa brutalité impitoyable et ses techniques non orthodoxes. Ferox avait remporté 15 combats consécutifs, beaucoup de manière particulièrement sanglante, ravissant les foules les plus sadiques. C'était un homme immense, aux longs cheveux tressés selon la tradition de son peuple et aux tatouages tribaux couvrant ses bras et son torse. Ses yeux bleus glacés montraient une froideur assassine, ayant glacé le sang de nombreux adversaires précédents. Le combat fut un spectacle de violence contrôlée, exemplifiant parfaitement pourquoi Flamma avait choisi de rester dans l'arène. Durant 30 minutes intenses, les 2 guerriers s'affrontèrent avec une férocité semblant transcender l'humanité ordinaire. Ferox attaquait comme une bête sauvage, utilisant non seulement ses armes, mais aussi ses poings, ses coudes et même ses dents quand l'occasion se présentait. Flamma répondit avec la précision technique devenue sa marque de fabrique, chaque mouvement calculé pour une efficacité létale maximale. La victoire, vainquant Ferox, frustré par son incapacité à percer les défenses apparemment impénétrables de Flamma, commit l'erreur fatale de tenter une attaque berserk totalement incontrôlée. Flamma, avec la patience d'un prédateur expérimenté, attendait précisément un tel moment. Sa contre-offensive fut un chef-d'œuvre de timing et de précision. 3 coups rapides trouvant des marques fatales avant que Ferox ne puisse même comprendre ce qui se passait. Cette victoire, sa 23e, établit une nouvelle norme pour les combats de Flamma. Non seulement il était invincible, il était devenu un artiste de la mort, transformant chaque combat en une démonstration de supériorité martiale, frôlant le surnaturel. La foule ne se contentait pas d'espérer ses victoires, elle les attendait comme des inévitabilités cosmiques. Sa 24e victoire vint contre 2 adversaires simultanément, des frères jumeaux de Germanie combattant avec une synchronisation presque télépathique. Ce combat mit à l'épreuve non seulement ses compétences individuelles, mais sa capacité à adapter ses stratégies face à des adversaires fonctionnant comme une unité unique. Durant 45 minutes épiques, Flamma dansa autour des frères tel un fantôme mortel, toujours en mouvement, toujours attaquant, toujours un pas devant leurs efforts coordonnés. La fin vint quand il réussit à séparer les frères par une manœuvre brillante, les forçant à se positionner l'un contre l'autre. Isolé quelques secondes, le premier frère tomba sous une combinaison dévastante de coups. Le second, rendu fou par la mort de son jumeau, attaqua avec une fureur aveugle rendant sa défaite inévitable. Flamma termina le combat par une seule estocade transperçant le cœur du Germain endeuillé. C'est après cette victoire que Flamma reçut sa 2e offre officielle de liberté. L'empereur, impressionné par la démonstration extraordinaire de talent, offrit à nouveau la rudis lors d'une cérémonie formelle.
Encore une fois, au grand étonnement de tous les présents, Flamma refusa. Sa justification fut encore plus directe cette fois. « L'arène est ma demeure, le combat est ma vie, et la gloire est mon seul objectif. Je n'échange pas l'immortalité contre la médiocrité de la vie ordinaire. » Ces victoires continuèrent de s'accumuler avec une régularité mécanique. La 25e contre un vétéran romain revenu dans l'arène par fierté personnelle. La 26e contre un gladiateur égyptien combattant avec des armes exotiques de sa terre natale. La 27e contre un champion berbère, connu pour son agilité surnaturelle. Chaque victoire ajoutait de nouvelles couches à sa légende, et chaque combat attirait des foules encore plus grandes et enthousiastes. La 30e victoire fut particulièrement significative, établissant un record absolu que peu de gladiateurs dans l'histoire avaient même rêvé d'atteindre. Son adversaire était Titan, un gladiateur dont la propre renommée rivalisait avec celle de Flamma. Titan avait remporté 27 combats et était considéré par beaucoup comme le seul homme dans l'Empire capable de vaincre le Syrien invincible. Le combat fut promu pendant des mois comme la rencontre des titans, et les billets furent vendus à des prix équivalents au salaire annuel de travailleurs ordinaires. Quand le jour arriva enfin, l'atmosphère au Colisée était presque explosive. Même l'empereur amena des invités spéciaux de tout l'Empire pour assister à ce que beaucoup croyaient être le combat du siècle. La bataille dura plus d'1 heure, testant non seulement les capacités physiques des combattants, mais aussi leur endurance mentale et émotionnelle. Titan se révéla l'adversaire le plus redoutable que Flamma eût affronté depuis Brutus Maximus, le forçant à utiliser des techniques gardées secrètes pendant des années. Le public fut traité à un spectacle de combat transcendant le divertissement ordinaire, devenant presque une forme d'art martial élevé. La fin vint non par une erreur de Titan, mais par une démonstration pure de la supériorité technique de Flamma. Dans un moment de clarté presque surnaturelle, il exécuta une combinaison de mouvements si parfaite et dévastante que Titan n'eut tout simplement aucune défense possible. La victoire fut reconnue non seulement comme un autre triomphe, mais comme un chef-d'œuvre de combat qui serait étudié par les générations futures de gladiateurs. Après cette 30e victoire, Flamma reçut sa 3e offre de liberté. Cette fois, l'empereur n'attendit même pas de réponse. Il demanda simplement si Flamma désirait la rudis, reçut le refus attendu et poursuivit la cérémonie comme si le refus faisait partie du scénario établi. Les victoires continuèrent. 31e, 32e, 33e. Chacune renforçait non seulement son invincibilité, mais sa transformation de gladiateur en mythe vivant. Flamma avait transcendé les catégories normales de l'existence humaine, devenant une force de la nature, se manifestant par la violence contrôlée de l'arène. Sa 34e victoire, accompagnée de son 4e et dernier refus de la liberté, établit définitivement sa place dans l'histoire comme le gladiateur ayant choisi l'immortalité plutôt que la vie ordinaire. Il n'était plus seulement un combattant exceptionnel, il était devenu un symbole philosophique de la dévotion absolue à l'excellence, quel qu'en soit le coût personnel. C'était l'année 175 après Jésus-Christ, quand Flamma, maintenant âgé de 35 ans, se préparait pour ce qui serait sa 35e entrée dans l'arène. Son corps, bien que toujours formidable, commençait à montrer les signes inévitables d'une décennie et demie de combats brutaux. Les cicatrices couvrant sa peau étaient devenues si nombreuses qu'elles semblaient former une mosaïque complexe de la violence ayant défini son existence. Ses mouvements, bien que toujours précis et mortels, avaient perdu une fraction de la vitesse qui l'avait rendu invincible si longtemps. La préparation pour ce combat fut différente des précédentes de manière qu'il ne pouvait pas complètement expliquer. Durant les semaines précédant le combat, Flamma se surprit à contempler des aspects de sa vie qu'il avait ignorés pendant des années. Des souvenirs de Syrie, si longtemps réprimés, surgissaient parfois dans ses pensées durant les moments de calme. Des visages de familles perdues, des paysages de sa terre natale, des fragments d'une identité abandonnée quand il était devenu Flamma, le gladiateur. Ses entraînements continuèrent avec la même intensité rigoureuse, mais il y avait une qualité différente dans ses mouvements.
Des observateurs expérimentés remarquèrent qu'il semblait se préparer non seulement pour une autre victoire, mais pour quelque chose de plus définitif. Il y avait une solennité dans sa routine, une attention aux détails suggérant que ce combat aurait une importance particulière à ses yeux. Son adversaire choisi pour cette occasion était Valerius Maxentius, un jeune gladiateur de seulement 22 ans ayant accumulé 16 victoires consécutives en un temps étonnamment court. Maxentius représentait une nouvelle génération de gladiateurs ayant grandi en entendant des histoires sur Flamma, étudiant ses techniques et développant des stratégies spécifiquement pour vaincre les légendes établies. Il était grand, musclé, aux réflexes de félin et à la soif de gloire rappelant le propre Flamma de ses premières années dans l'arène. Ce qui rendait Maxentius particulièrement dangereux était son absence totale de révérence pour la réputation de Flamma. Tandis que d'autres adversaires entraient dans l'arène, déjà à moitié vaincus par le poids de la légende qu'ils affrontaient, Maxentius voyait le vétéran comme simplement un autre obstacle sur son chemin vers sa propre immortalité. Il avait passé des années à étudier des enregistrements des combats antérieurs de Flamma, identifiant des schémas, analysant des faiblesses et développant des contre-stratégies pour chaque technique rendue célèbre par le Syrien. Le matin du combat se leva clair et chaud, avec un soleil brillant promettant d'éclairer parfaitement l'arène, pour les 50 000 spectateurs remplissant le Colisée. Flamma suivit sa routine habituelle de préparation, mais il y avait une quiétude méditative dans ses mouvements que ses assistants remarquèrent immédiatement. Il passa plus de temps qu'à l'ordinaire à examiner ses armes, vérifier chaque détail de son armure et contempler silencieusement les équipements qui avaient été ses fidèles compagnons durant tant d'années de combat. Quand vint enfin le moment de se diriger vers l'arène, Flamma marcha dans les couloirs souterrains du Colisée avec des pas mesurés et dignes. D'autres gladiateurs le croisant s'écartèrent respectueusement, reconnaissant instinctivement qu'ils étaient en présence de quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une aura autour de lui, suggérant non seulement un guerrier se préparant à la bataille, mais un homme confrontant son destin. La foule au Colisée était particulièrement animée ce jour-là, car des rumeurs avaient circulé pendant des semaines que Flamma avait enfin trouvé un adversaire digne de son calibre. Maxentius avait déjà construit sa propre base d'admirateurs parmi les spectateurs plus jeunes qui voyaient en lui la possibilité d'assister à la chute d'une légende et à la naissance d'une nouvelle. La tension dans l'air était palpable, comme l'électricité précédant une tempête. Quand Flamma émergea des profondeurs pour la surface de l'arène, le rugissement habituel de la foule fut accompagné de quelque chose de différent, une note d'attente absente de ses combats précédents. C'était comme si 50 000 personnes savaient instinctivement qu'elles allaient assister à quelque chose d'historique, un moment qui serait rappelé et raconté pendant des générations. Maxentius l'attendait déjà au centre de l'arène, et il devint immédiatement clair que ce serait un adversaire différent de tous ceux que Flamma avait affrontés. Le jeune gladiateur ne montrait aucun signe de nervosité ou de révérence. Au contraire, ses yeux brillaient d'une confiance féroce et d'une détermination reflétant celle du propre Flamma de ses premières années. Quand les deux se saluèrent, selon le rituel traditionnel, c'était comme observer deux prédateurs s'évaluant avant le combat final. Le signal fut donné, et le combat commença par une explosion de violence surprenant même les spectateurs les plus expérimentés. Maxentius attaqua immédiatement avec une combinaison de mouvements démontrant non seulement une habileté technique exceptionnelle, mais aussi une étude profonde des tactiques que Flamma employait normalement. C'était comme si le jeune gladiateur avait anticipé chaque mouvement, préparant des contre-attaques pour des stratégies ayant fonctionné contre des dizaines d'adversaires précédents. Flamma se retrouva pour la première fois depuis des années sincèrement surpris par l'habileté d'un adversaire. Maxentius ne se contentait pas d'égaler ses attaques, il forçait le vétéran à improviser, à abandonner des tactiques éprouvées au profit d'adaptations instantanées. Le combat devint rapidement un échec et mat mortel, joué à la vitesse de la lumière, les deux combattants adaptant et contre-adaptant constamment leur stratégie. 15 minutes passèrent, puis 20, puis 30,
et aucun des gladiateurs ne parvenait à établir un avantage décisif. La foule était en extase absolue, assistant à un spectacle de combat transcendant tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Flamma fut forcé d'utiliser des techniques gardées secrètes pendant des années, tandis que Maxentius démontrait des innovations tactiques suggérant une évolution dans l'art du combat de gladiateurs. C'est à 40 minutes que l'âge et l'usure de décennies de combat commencèrent à peser sur Flamma. Ses réflexes, bien qu'encore exceptionnels, étaient une fraction de seconde plus lents qu'à sa jeunesse. Sa respiration était plus lourde, ses mouvements légèrement moins fluides. Maxentius, avec l'énergie illimitée de la jeunesse, commença à presser ses avantages avec la précision chirurgicale d'un prédateur, sentant sa proie s'affaiblir. Le coup décisif vint de manière presque anticlimatique. Flamma, tentant d'exécuter une manœuvre qu'il avait utilisée avec succès des centaines de fois, se retrouva momentanément mal positionné quand Maxentius mit en œuvre une contre-stratégie parfaitement calculée. L'épée du jeune gladiateur trouva une ouverture qui n'aurait pas dû exister, pénétrant entre les côtes de Flamma avec une précision résultant autant d'habileté que d'inévitabilité. Le silence qui s'abattit sur le Colisée fut absolu et glaçant. Pendant un instant semblant durer une éternité, 50 000 personnes furent en état de choc total, incapables de comprendre ce qu'elles venaient de voir. Flamma, l'invincible, était à genoux sur le sable, du sang coulant d'une blessure que tous savaient être mortelle. Mais même dans ces derniers instants, Flamma démontra la dignité et la grandeur qui l'avaient rendu une légende. Il n'implora pas la pitié, ne montra aucun signe de désespoir ou d'apitoiement. Au contraire, il regarda directement Maxentius avec quelque chose ressemblant presque à de la gratitude, la reconnaissance d'un guerrier ayant enfin trouvé un successeur digne. Ces dernières paroles, prononcées d'une voix assez claire pour être entendues dans les premiers rangs, résonnèrent dans l'arène tel un adieu épique. Je meurs comme j'ai vécu, dans la gloire de l'arène, devant le peuple de Rome. Que ma mort soit aussi mémorable que mes victoires. Et avec ces mots, Flamma, le gladiateur invincible de Syrie, ferma les yeux pour la dernière fois. Ce qui suivit fut une explosion d'émotions collectives secouant les fondations même du Colisée. Larmes, cris de lamentation, applaudissements assourdissants, toute la gamme de l'expérience humaine fut exprimée simultanément par une foule ayant assisté à la fin d'une ère. Flamma n'avait pas simplement été vaincu, il avait achevé sa transformation d'homme mortel en mythe immortel, et sa mort dans l'arène assura que sa légende vivrait pour toujours. La mort de Flamma au Colisée envoya des ondes de choc à travers tout l'Empire romain, dépassant les frontières normales du divertissement pour pénétrer les royaumes de la philosophie, de la religion et de l'identité culturelle. Ce n'était pas simplement la mort d'un gladiateur célèbre, mais la fin d'une ère ayant défini ce que signifiait être un héros dans la société romaine. Dans les heures suivant son décès, des messagers à cheval partirent de Rome dans toutes les directions, apportant la nouvelle aux provinces les plus lointaines, où des millions de personnes étaient devenues des adeptes dévoués du gladiateur syrien. L'empereur Marc Aurèle lui-même, connu pour sa nature philosophique et son dédain fréquent pour les spectacles sanglants de l'arène, fut profondément ému par la mort de Flamma. Dans une proclamation impériale sans précédent, il déclara 3 jours de deuil officiel pour le gladiateur, l'élevant au statut quasi divin, normalement réservé aux empereurs et héros militaires. La proclamation reconnaissait officiellement que Flamma avait transcendé sa condition d'esclave pour devenir un symbole de l'esprit romain lui-même. Les préparatifs pour les funérailles furent grandioses au-delà de tout précédent établi pour un gladiateur. Le corps de Flamma fut embaumé par les mêmes spécialistes préservant les membres de la famille impériale, utilisant des techniques et matériaux importés d'Égypte. Des artisans travaillèrent de jour et nuit pour créer un sarcophage de marbre blanc décoré de reliefs détaillant ses victoires les plus mémorables. Des sculpteurs taillèrent son image en poses héroïques, capturant non seulement son apparence physique, mais l'essence de la férocité contrôlée qui l'avait rendu célèbre.
Le cortège funèbre à travers les rues de Rome fut un spectacle rivalisant avec les processions triomphales des généraux les plus victorieux. Des milliers de citoyens bordèrent les rues, jetant des fleurs et des offrandes, tandis que le corps de Flamma passait dans un char doré tiré par 6 chevaux blancs. Des gladiateurs de tous les ludis de la ville marchèrent en formation militaire, leurs armes baissées en signe de respect aux collègues tombés. Même des sénateurs et membres de l'aristocratie romaine se joignirent au cortège, reconnaissant que la mort de Flamma marquait la fin de quelque chose de significatif dans la culture de leur époque. La décision sur l'endroit où enterrer Flamma suscita des débats intenses entre les autorités romaines. Traditionnellement, les gladiateurs étaient enterrés dans des cimetières communs destinés aux esclaves et personnes de basse condition. Mais la stature unique, atteinte par Flamma, exigeait quelque chose de plus approprié. Il fut finalement décidé qu'il serait enterré en Sicile, dans un mausolée spécialement construit surplombant la mer Méditerranée, permettant à son âme de contempler les eaux séparant Rome de sa terre natale syrienne. La construction du mausolée devint un projet impérial durant 2 ans. Des architectes de la plus haute qualité conçurent une structure combinant des éléments romains classiques avec des motifs orientaux, honorant ses origines syriennes. Le bâtiment fut construit avec du marbre blanc importé de Carrare, avec des colonnes corinthiennes s'élevant vers le ciel telles des lances de pierre. Des fresques détaillées décoraient les murs intérieurs, représentant non seulement ses victoires les plus célèbres, mais aussi des scènes de sa vie avant l'esclavage, reconstituées à travers les récits d'autres Syriens ayant connu sa famille. L'épitaphe gravée à l'entrée du mausolée, écrite par l'empereur Marc Aurèle lui-même, devint l'une des inscriptions les plus célèbres du monde antique. Ici repose Flamma de Syrie, qui vécut 35 ans et combattit 34 fois, refusa la liberté 4 fois. Il choisit non la vie ordinaire des hommes libres, mais l'immortalité qui ne peut être conquise que par l'excellence absolue. Que tous ceux passant ici se souviennent que la vraie liberté réside parfois non dans l'absence de chaînes, mais dans le choix conscient de son propre destin. Dans les mois suivant les funérailles, des cultes religieux commencèrent à se former autour du souvenir de Flamma. Des gladiateurs de tout l'Empire faisaient des pèlerinages à son mausolée, laissant des offrandes d'armes, d'armures et d'objets personnels pour chercher sa bénédiction avant d'entrer dans l'arène. Des prêtres improvisés racontaient des histoires de miracles attribués à son esprit, et de petits temples furent construits dans plusieurs villes où il avait combattu durant sa carrière. L'influence de Flamma sur la culture des gladiateurs fut profonde et durable. Une nouvelle génération de combattants émergea, inspirée non seulement par ses techniques de combat, mais par la philosophie ayant gouverné sa vie. Le concept de « choisir les chaînes » devint un principe philosophique adopté par des gladiateurs, voyant dans l'arène non une prison, mais une opportunité de transcender les limitations normales de l'existence humaine par l'excellence martiale. Des écoles de gladiateurs dans tout l'Empire commencèrent à enseigner non seulement les techniques de combat développées par Flamma, mais aussi la mentalité qui l'avait rendu invincible pendant tant d'années. Les instructeurs soulignaient l'importance de la discipline mentale, de l'acceptation du destin choisi et de la recherche de la perfection indépendamment des circonstances extérieures. Le chemin de Flamma devint une philosophie de vie, influençant non seulement les gladiateurs, mais aussi des soldats, des athlètes et même des citoyens ordinaires cherchant l'excellence dans leur propre profession. Les historiens de l'époque documentèrent méticuleusement non seulement les détails de ces combats, mais aussi les tentatives de comprendre la psychologie complexe l'ayant conduit à rejeter à plusieurs reprises la liberté. Des traités philosophiques furent écrits explorant les implications de son choix, questionnant des concepts fondamentaux sur la liberté, l'esclavage et l'accomplissement de soi. Certains soutenaient que Flamma avait atteint une forme de liberté supérieure, la liberté de choisir son propre destin, même dans les limites imposées par la société. La légende de Flamma influença aussi profondément la politique romaine relative aux gladiateurs.
Les empereurs suivants instituèrent des réformes, améliorant les conditions de vie dans les ludis, inspirés par la démonstration que des gladiateurs exceptionnels pouvaient devenir de puissants symboles de l'Empire lui-même. Les récompenses en argent pour les victoires furent augmentées, les soins médicaux améliorés et les opportunités pour les gladiateurs d'établir leurs propres écoles de formation furent élargies. Des artistes de tout l'Empire trouvèrent une inspiration infinie dans l'histoire de Flamma. Des peintres créèrent des fresques épiques représentant ces batailles les plus mémorables. Des sculpteurs produisirent des statues capturant l'essence de sa férocité contrôlée, et des poètes composèrent des épopées rivalisant avec l'Iliade par leur grandeur narrative. Des théâtres présentèrent des pièces dramatisant les événements de sa vie, de sa capture en Syrie à sa mort glorieuse au Colisée. L'influence de sa légende s'étendit bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Des marchands voyageant sur la route de la soie emportèrent des histoires sur le gladiateur syrien en Chine et en Inde, où elles furent absorbées dans les traditions locales sur les guerriers légendaires. Des tribus barbares aux frontières de l'Empire adoptèrent des éléments de son histoire dans leur propre mythologie, transformant Flamma en une figure presque universelle, représentant la quête de l'excellence martiale. Des décennies après sa mort, quand l'Empire romain commença son long déclin, la figure de Flamma demeura comme un symbole de la grandeur que Rome avait un jour représentée. Durant les périodes de crise politique et militaire, les dirigeants invoquaient sa mémoire comme inspiration pour les soldats et les citoyens, leur rappelant que la vraie grandeur venait non des circonstances, mais du choix conscient de poursuivre l'excellence malgré les obstacles. Des siècles plus tard, quand le christianisme devint la religion dominante de l'Empire, des théologiens trouvèrent des parallèles fascinants entre l'histoire de Flamma et des concepts chrétiens sur le sacrifice, le choix et la transcendance. Certains saints chrétiens furent comparés aux gladiateurs syriens dans leur disposition à choisir la souffrance au nom d'un idéal supérieur, bien qu'avec la réserve prudente que Flamma avait choisi la gloire terrestre, tandis que les saints cherchaient le salut céleste. L'archéologie moderne a confirmé de nombreux aspects de la légende de Flamma, considérés comme des embellissements mythiques. Des fouilles sur le site de son mausolée en Sicile ont révélé non seulement ses restes, mais aussi une impressionnante collection d'offrandes votives laissées par des admirateurs au fil des siècles. Des analyses médico-légales de ses os ont confirmé les nombreuses fractures et blessures que ses cicatrices suggéraient, fournissant des preuves physiques de la brutalité des combats qu'il avait survécus. Des inscriptions trouvées dans diverses parties de l'ancien empire romain mentionnent Flamma Invictus, Flamma l'invincible, suggérant que sa renommée s'était effectivement répandue bien au-delà de Rome. Certaines de ces inscriptions furent trouvées dans des fortifications militaires aux frontières où des soldats romains invoquaient apparemment sa mémoire comme protection au combat, transformant le gladiateur mort en une sorte de saint patron des guerriers. L'histoire de Flamma devint, en fin de compte, plus que le récit de la vie d'un gladiateur exceptionnel. Elle se transforma en une méditation sur la nature de la liberté, la quête de l'excellence et le prix de la grandeur. Son choix de rester dans l'arène, de rejeter la liberté conventionnelle au profit d'une forme supérieure d'accomplissement de soi, continua de résonner à travers les siècles comme un exemple extrême de ce que les êtres humains peuvent accomplir quand ils choisissent consciemment leur destin. Aujourd'hui, près de 2000 ans après sa mort, le nom de Flamma évoque encore des images de courage extraordinaire et de dévotion inébranlable à l'excellence. Sa légende a survécu à la chute de l'Empire qu'il a créé, transcendé les religions qui se sont succédées et continue d'inspirer des gens dans des cultures complètement différentes de celles où il a vécu. Il demeure comme un symbole éternel de la capacité humaine à transformer même les circonstances les plus brutales en opportunités de grandeur, et son histoire continue de questionner nos notions conventionnelles sur la liberté, le choix, et ce que signifie réellement vivre une vie significative. Dans l'arène de sang et de sable, où il passa la majeure partie de sa vie adulte, Flamma découvrit non seulement une carrière, mais une forme d'immortalité
qu'aucune liberté conventionnelle n'aurait pu offrir. Il choisit les chaînes, le liant à l'arène, parce qu'il reconnut que pour certains individus exceptionnels, la vraie liberté ne vient pas de l'absence de limitation, mais de la transcendance absolue de ces limitations par l'excellence pure. Sa légende de sang devint, paradoxalement, une histoire sur la nature la plus élevée de l'esprit humain et sa capacité infinie à transformer la souffrance en gloire, l'esclavage en liberté et la mortalité en immortalité. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired